Bonjour, bonjour, bienvenue sur We4You. Alors, on continue notre projet de création de site internet responsive. Donc, on avait fait une première vidéo qui posait un petit peu les bases du projet, voir un petit peu la forme que l'on voulait obtenir sur notre site internet. Et puis, on avait terminé par la création de notre navbar qui était responsive, donc avec le chargement de Bootstrap, donc du Twitter Bootstrap, le framework Bootstrap. Et on avait donc créé notre petite navbar qui était responsive, donc qui fonctionnait déjà. On avait déjà le menu sandwich et on pouvait cliquer dessus. Alors, on repart là-dessus. Je vous remontre vite fait le résultat que je voudrais obtenir. Voilà, le voilà. Le temps de le ramener de l'autre écran. Donc, je vous rappelle, on avait notre barre de menu et puis en dessous, donc on avait une espèce de petit bandeau donc, que j'ai appelé la partie en tête, donc l'header en fait, dans lequel on aura un formulaire et puis un petit slogan en bas à droite. Ensuite, on aura donc les offres avec différents éléments, avec des icônes, avec un petit effet au survol, puis les avis, le formulaire de contact et le pied de page. Donc, on va essayer de s'attaquer maintenant à la partie haute, au header. Alors, ça c'est parti. Donc, on reprend. Donc, on avait notre navbar. Je vais remettre directement un petit commentaire pour bien séparer les choses. Donc on va commencer la partie header. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le Twitter Bootstrap, donc qui va nous donner beaucoup de responsivité en fait dans notre site internet. Donc ça, c'est la partie vraiment la plus dure finalement, je pense, à comprendre dans le Bootstrap, puisque il va falloir s'imaginer un petit peu ce que ça doit donner sur différents écrans. Et notre Twitter Bootstrap donc, fonctionne avec plusieurs éléments pour pouvoir devenir responsive. Donc si je suis sur la documentation de Bootstrap, je vais aller dans le layout, et du coup, donc, il m'explique en fait que pour rendre responsive les choses, je vais avoir besoin déjà d'un élément indispensable qui va être soit un container, soit un container fluide. Alors la différence entre les deux, un container, on aura une marge à gauche et à droite, on aura une petite zone blanche en fait qui va concentrer notre site internet sur notre écran, donc avec des marges à gauche et à droite. Un container fluide va donc ne pas avoir de marge, c'est-à-dire que ça va aller complètement tout à gauche de notre écran ou complètement tout à droite de l'écran. Donc impeccable, donc moi je vais prendre du coup un container fluide. Alors, petite chose, donc, soit je peux copier ce code-là, soit on voit que c'est une div, c'est un élément div, donc un élément div, je vous rappelle, c'est un rectangle qui n'est pas défini, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. En général, on le définit grâce à sa classe, d'accord, donc avec les comportements CSS qui vont avec. C'est le container fluide qui va dire ce rectangle-là, c'est un élément qui va me prendre tout l'écran en largeur. Alors, soit je copie, je vous disais, le code, soit je peux le retaper très facilement, puisque c'est une div class container-fluide. Donc, je vous rappelle avec emmet, on peut créer des classes avec un point container-fluide. Je ne précise pas l'élément devant le point, ce qui fait qu'il ne sait pas ce que ça fait, et du coup, quand il ne sait pas, il est obligé de créer une div, en fait, il crée un rectangle non défini. Donc si je tape juste ça, .container-fluide, que je fais de tabulation, et bien ça m'écrit un div class container fluide. Donc ça me crée un élément qui va contenir toute la largeur, qui va prendre toute la largeur de mon écran. Voilà, pour le voir encore mieux, on pourrait très bien créer un style directement sur l'élément, donc un style égal un background color BGC, voilà, en rouge par exemple, et du coup il faut lui donner aussi une hauteur, parce que s'il n'y a pas de contenu on ne le voit pas, donc une hauteur de 20 pixels, hop, et j'enregistre, et donc voilà, j'ai un petit bandeau rouge qui va prendre bien toute la largeur de l'écran. Si par contre, donc là j'avais fait un container fluide, mais si j'avais fait un container simplement, j'enlève le mot fluide, j'enregistre, et bien vous voyez que le container, il a automatiquement des petites marges à gauche et à droite, il ne prend pas 100% de large de l'écran. D'accord? Donc ça compresse un petit peu le contenu de nos éléments en fait. Alors je remets le container fluide, j'enlève les petites couleurs, hop, et j'enregistre. Ok. Alors ensuite, je repars sur la documentation du Twitter Bootstrap. Donc on était dans Overview, ok, et on va aller maintenant dans Grid. Alors au niveau de la grille, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va créer un élément, donc container,
ou container fluid, on va pouvoir créer à l'intérieur maintenant une ligne, donc une div class row. Cette ligne, qui va prendre finalement toute la largeur du container ou du container fluid, cette ligne va pouvoir être redivisée ensuite en colonnes. Donc ici par exemple ils ont créé 3 colonnes à l'intérieur de la ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a maximum, par ligne, on a maximum 12 colonnes possibles. Ça a été conçu comme ça. Le Twitter Bootstrap fonctionne avec 12 colonnes de large, maximum. D'accord? Donc on va essayer de faire ça. Donc dans le container fluid, si je crée un point row, ce qui va me créer une div class row, que je fais tabulation, ça me crée une ligne. Dans cette ligne-là, je vais créer des colonnes. Donc, point col. Alors, si je veux une certaine largeur, je fais tirer avec un chiffre. Donc, point col-6, je fais tabulation. Ça va me créer une div class col-6. Si je dis que ça, c'est une première colonne, et que j'enregistre, j'ai bien ma première colonne qui se crée à gauche. Si je m'amuse à dupliquer juste cette colonne-là, juste en dessous, et que je l'appelle d'ailleurs deuxième, voilà, et j'ai bien une deuxième colonne qui arrive ici. Donc là, le chiffre, ce qui est très important, c'est le col-6. En fait, ça me dit, j'ai une première colonne qui fait 6 de large. Et je vous rappelle, dans une ligne, on en a 12 au maximum. Donc la première fait 6 de large, la deuxième fait 6 de large. Du coup, ça me fait la moitié à chaque fois. Pour bien le voir, je vais leur rajouter une petite couleur. Donc style est égal à background color encore. On va la mettre rouge. Hop, j'enregistre. Et puis l'autre, on va réappliquer ce petit élément-là. Et on va la mettre bleue. J'enregistre. Et du coup, j'ai bien une première colonne qui fait la moitié finalement de ma ligne. Donc qui fait bien 6 dans les 12 colonnes possibles. Et la deuxième colonne qui fait aussi la moitié. Alors ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, qu'est-ce que ça fait une ligne, qu'est-ce que ça fait une colonne de 6. Donc pour ça, on va aller inspecter. Clic droit sur notre petit bandeau là, et je fais inspecter. Si je clique sur un div class row, qu'est-ce que ça fait? Et bien en fait, ça fait un display flex. Donc là, je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait précédemment sur les flexbox. Donc ça crée un rectangle de type flexbox. D'accord? Ce type flexbox a une autorisation en flex wrap cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on autorise aussi le fait de revenir à la ligne. Effectivement, si jamais je m'amusais à créer une colonne en plus dans ma ligne, du coup, ça voudrait dire que si c'est 6, 12, ça voudrait dire que ça dépasserait les 12 colonnes et que ça, c'est pas possible. Si j'enregistre, eh bien ma troisième colonne se retrouve bien en dessous. Donc le flex wrap autorise le fait de revenir à la ligne, et le fait automatiquement d'ailleurs. Donc ça ne compresse pas tout à droite la troisième colonne. Impeccable, donc ça je supprime. Ensuite, qu'est-ce que ça fait un col-6? Eh bien, je vais aller inspecter aussi. Je clique sur le col-6, et bien ça fait un max width, une largeur maximum de 50%. Tout simplement, ça me découpe, ça me prend la moitié en fait de ma ligne. Ok? Si jamais je m'amuse à changer ces chiffres-là, donc par exemple, si ma première colonne, elle ne faisait que 2, ça voudrait dire que ma deuxième colonne, elle en ferait 10, du coup, puisqu'il faut que j'en ai 12 au total, que j'enregistre ça, et donc j'ai bien une première colonne qui ne fait que 2 de large dans les 12, et la deuxième qui fait tout le reste. D'accord? Si je clique maintenant dans l'inspecteur sur le col-2, je vois bien que ça me fait un max width de 16,666% là. Donc en fait, ça veut dire que ça me représente le 2 par rapport aux 12 colonnes en fait. Et c'est le rapport entre le 2 et le 12. Et puis le 10, pareil, si je clique sur le col-10, ça me fait un max width de 83% cette fois-ci. Qui est le rapport entre le 10 et les 12 colonnes. Ok. Ensuite, si je retourne dans le Twitter Bootstrap, je vais retrouver la documentation. Hop, là, voilà. Voilà. Je descends un petit peu, donc je suis au niveau de la grille et je descends un petit peu dans l'ascenseur. Voilà. On a les options de la grille. Donc ça devient la partie un petit peu complexe. C'est que dans le Twitter Bootstrap, on va pouvoir gérer plusieurs types d'écrans. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est des cols tirés avec un chiffre, ce qui fait que ça gère, en fait, les écrans petits, les écrans de téléphone portable, et plus. D'accord? Donc là, en fait, ça me gère tous les écrans, à partir du téléphone portable jusqu'à un écran de cinéma, si vous voulez.
Ensuite, si jamais par contre je précise sur la même colonne que j'ai un col-SM, ça voudrait dire en fait que je vais gérer les écrans small, les écrans petits, donc à partir de plus de 576 pixels. Donc 576 et plus, d'accord? Les cols MD, donc ce sont les colonnes médium, donc avec des écrans médium, ça va gérer les écrans de plus de 768 pixels, etc. Les cols LG de plus de 992 pixels et les cols XL de plus de 1200 pixels. Donc on va essayer d'expliquer ça. Pour l'instant, j'ai fait de edit, on va changer. On va dire que ça va faire 12 et 12 pour l'instant, tu vois. Alors 12 et 12, hein, ça veut dire que j'en ai maximum 12 par ligne, ce qui fait que là pour l'instant c'est pas possible, et du coup qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre tout simplement les uns en dessous des autres. Alors, si ça fait plus de 12, il fait un flex wrap, c'est-à-dire que ça passe en dessous, l'un en dessous de l'autre, tout simplement. Donc là ça me dit, col-12, hein, je vais enlever l'inspecteur, ça me dit j'ai des colonnes pour les téléphones portables et plus, parce qu'il fait en fait ça marche pour tout le monde, hein, peu importe que je sois en petit ou en grand écran, je n'ai aucun changement entre les deux. Si par contre maintenant je m'amuse à faire des cols par exemple MD, les 6, et pareil sur l'autre, donc je vais faire aussi un col MD 6. Donc pour les écrans moyens, on va passer à 6 et 6. J'enregistre tout ça, je réagrandis un petit peu mon écran, et hop, tout de suite, dès qu'il passe le chiffre bien défini, alors pour les écrans moyens, pour les écrans médiums, c'est plus de 720 pixels de large, pardon, plus de 768 pixels de large pour l'écran en tout cas, ce qui fait que du coup, si j'agrandis ma colonne ou que je la rétrécis, il y a un cran à un moment donné où on repasse en téléphone portable, et du coup, c'est le col-12 qui prend le pas sur l'autre. Je peux très bien du coup préciser encore pour un écran small, donc col small, on va faire par exemple, on va faire pour que ça se voit, on va faire un 2, voilà, et pareil, une colonne pour les écrans small qui va faire 10 cette fois-ci ici. Et voilà, donc on a 3 comportements différents maintenant selon les écrans. Donc le plus petit, c'est le col 12. Alors, pardon, il faut que je rétrécisse la bonne fenêtre, voilà, ici. Donc sur un écran de téléphone portable, hein, c'est bien les cols 12 qui prennent le pas. D'accord? Si je réagrandis un petit peu, et bien cette fois-ci ce sont les cols SM qui vont prendre le pas, et donc cette fois-ci ça va faire 2 et 10. Ok, et je réagrandis encore un petit peu, pour un écran encore un peu plus grand, pour un écran MD, cette fois-ci on passe à 6 et 6, etc. etc. Je pourrais préciser encore les cols LG cette fois-ci, donc pour un écran large, donc par exemple cette fois-ci la colonne rouge va prendre, je sais pas, ça va prendre allez, 1 pour que ça se voit, puis col-LG, ça va prendre du coup les 11 qui restent. Voilà, ce qui est un peu idiot, hein, mais c'est juste pour montrer que ça marche. Donc si maintenant j'agrandis un petit peu, donc là je suis en 6 et 6, donc c'est-à-dire que je suis en écran moyen. Si j'agrandis encore un petit peu, on a un cran à un moment donné, voilà, là, où j'ai le col LG qui prend le pas, et donc cette fois-ci on a un comportement où sur un écran large, la première colonne fait 1 de large, et la deuxième colonne fait 11 de large. Donc voilà, ça c'est très important, c'est qu'on va pouvoir mettre plein de comportements différents sur nos colonnes, ce qui va faire un peu bouger les éléments selon les écrans. Voilà, donc je ne fais pas les écrans XL, puisque les écrans XL, c'est plus de 1200 de large, et du coup je crois que j'ai une résolution un peu trop basse pour vous montrer ça. Donc bon, sur le principe c'est exactement la même chose. Alors ensuite, si du coup je veux faire un petit peu le header, je regarde un petit peu comment ça se comportait, voilà le résultat que je voulais obtenir. Donc du coup j'ai un premier élément qui me prend la moitié de l'écran, et un deuxième élément qui me prend aussi la moitié. Si jamais je passe en téléphone portable, donc je vais rétrécir ça, hop, qu'est-ce que ça fait en fait? Eh bien, le premier élément va prendre toute la largeur de l'écran, et le deuxième élément va disparaître, tout simplement. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça. Donc pour faire deux colonnes identiques sur des téléphones, sur des écrans moyens, donc c'est col-MD
-6. Hop. Donc sur un écran moyen, -6, col MD6. Et puis sur un téléphone portable, donc ça veut dire que la première va faire col 12. Et donc la deuxième, et ben en fait, elle est en dessous, en fait, on la voit pas. Mais elle fait 12 aussi, en fait. Donc col-12 aussi, impeccable. Et j'enregistre ça. Et donc j'ai bien 2 colonnes, les unes en dessous des autres. Si jamais je réagrandis mon écran, j'ai bien 2 colonnes, les unes à côté des autres. Ok. Donc ça, on est pas mal. Alors ensuite, maintenant, on va essayer de travailler un petit peu tout ça. Donc je vais enlever les couleurs rouges et bleues, qui étaient très moches. Hop, je vais enlever le premier texte et le deuxième texte. Voilà, donc si j'enregistre tout ça, du coup, j'ai plus rien du coup dans mon écran, mais j'ai mes éléments qui sont créés. Alors une fois que c'est fait, on va aller chercher un petit formulaire au niveau de Bootstrap. Donc c'est dans Composants, dans Component, on a des formulaires qui sont déjà pré-créés, donc composant forme. Et dans les formulaires, on a, donc il y a plein d'exemples de formulaires, mais il y a un formulaire qui est en ligne. Alors je descends, je crois que c'est celui-ci, oui exact. Donc voilà, le formulaire qui a une classe formulang, donc qui va créer finalement des éléments, donc une case à remplir, donc un mot de passe ou autre chose, et qui va me créer un petit bouton juste à côté. Donc très bien, je vais prendre tout cet élément-là, je le copie, et je vais aller dans ma première colonne du coup. Hop, on va faire des entrées. Et dans la première colonne, on va coller notre formulaire. Voilà, je range un petit peu mon code et du coup j'enregistre et du coup j'ai mon premier formulaire qui s'affiche dans ma première colonne. Alors on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc j'ai déjà une case email ici qui me sert à rien. Donc du coup je vais enlever ces petits éléments là. Donc c'est un groupe de formulaires ici qui contient l'email, qui contient une case pour l'email. Je vais supprimer tout simplement tout ça. Voilà, j'enregistre et du coup j'ai plus que la case et le bouton. Donc c'était pas un mot de passe que je voulais, mais c'était une date d'ailleurs. Alors il faut changer le input type password. Alors, le type password en fait quand vous écrivez dedans, ça fait des petits cercles. Donc moi ce que je voudrais c'est un type date. Donc un type date, j'enregistre ça. Et du coup, j'ai tout simplement un sélecteur de date qui arrive, donc avec les JJ, MM, AA. Je peux augmenter ou baisser les chiffres. Et surtout, avec le petit triangle à la fin, j'ai vraiment un sélecteur de date qui s'affiche, qui est quand même plutôt sympa. Donc ça, c'est du HTML5 en fait qui crée tout ça. Alors au niveau du placeholder, le placeholder, j'en ai pas besoin. C'était le mot de passe. L'ID, j'en ai pas besoin. Donc tout ça, je vais enlever. Voilà. Le label for, de toute façon il n'y a pas de label, il n'y a pas de titre à cet élément là, donc je vais tout simplement l'enlever. Je pourrais juste rajouter un name qui va être égal à la date de réservation. Donc ça c'est dans le cas où on vraiment se servirait de ce formulaire là. Donc là il nous faudrait du PHP pour retrouver ces informations là plus tard. Nous on va rester sur du HTML et du CSS, donc le formulaire en fait il est juste ici pour faire la déco, mais en fait il ne va pas du tout marcher. Mais bon, on aura quand même les petits boutons, ça sera déjà pas mal, c'est une première étape. Ensuite il faudra passer à du PHP pour récupérer ces infos là. Le bouton qui est de type primary, donc primary ça me fait un bleu marin ici. Alors pour expliquer ça, donc ça vient du Twitter Bootstrap. Donc si je retourne au niveau des boutons, voilà, on a plusieurs couleurs qui sont déjà prédéfinies dans Bootstrap. Donc le primary, quand j'écris un btn primary, donc ça me fait un bleu marin. Si j'écrivais le mot secondary, ça me ferait un gris, etc., etc. Et puis il y a la couleur qui m'intéresse ici, c'est le bouton info. Donc si je vais taper ça, donc à la place du mot primary, je fais info, j'enregistre, et bien j'ai un petit bouton bleu-vert là qui arrive, qui est un peu plus sympa. Ensuite le confirm identity, je vais le changer tout simplement, donc on va faire voir les disponibilités. Voilà, j'enregistre, et puis au-dessus de tout ça, au-dessus du form, j'avais un titre, donc H1, qui était hôtel de luxe. Hop.
et j'enregistre ça, donc j'ai bien mon titre ici. Très bien, ça marche. Ensuite, dans ma colonne de 12, eh ben, j'avais un petit sous-titre, donc un H2 par exemple, qui s'appelait donc Vivez une expérience unique. Voilà, alors du coup, donc là pour l'instant j'ai des éléments, vous voyez, les uns en dessous des autres. Pourquoi? Parce que je suis en format téléphone portable, hein. Si jamais j'agrandis un petit peu tout ça, voilà, j'ai bien les éléments les uns à côté des autres, hein, normalement, puisque c'est le col MD, hein, qui va m'intéresser. Ok, donc je vais juste ranger un tout petit peu le code, que tout le monde comprenne ce que je fais. Hop, on va essayer d'enlever un petit peu d'entrée. Ok, ici on va ranger un tout petit peu. Voilà, ça va peut-être un petit peu plus clair, comme ça j'ai la première colonne, hop, ici. Donc j'ai la première colonne, je vais même rajouter des petits commentaires, pourquoi pas. Hop, donc ici, première colonne. On va enlever un petit peu d'étoiles. Ok, et ici on a bien la deuxième colonne. Voilà, comme ça tout le monde pourra comprendre et saura où est le code un petit peu pour pouvoir s'y repérer. Alors, petite chose, on avait dit tout à l'heure, ça c'était un petit peu la partie en tête, c'était la partie header, et pourtant moi j'ai créé une div, donc un rectangle non défini. Là on pourrait finalement justement le définir cette fois-ci. Donc si je veux le définir, eh ben, je vais tout simplement renommer mon élément div en header, qui est une balise nommée qui existe, hein, en HTML5, qui est la balise d'en-tête, qui me permet de dire à Google, bah, tout cet élément-là, c'est le header de ma page, c'est l'en-tête de ma page. L'intérêt aussi de placer certains mots, donc, comme header, sur nos balises, bah, c'est qu'en CSS, on va pouvoir le travailler. Et donc, c'est parti. Donc, en CSS, on va dire que la balise header a une image de fond, donc un background-image, voilà, avec une URL bien spécifique. Donc là, il faut retrouver notre petite photo. Alors, l'URL, c'est par rapport à notre fichier, et donc c'est un chemin relatif qu'il va falloir créer par rapport à notre fichier. Donc nous sommes en ce moment dans le style.css. Si je reprends les petits dossiers, en fait on est ici, on est dans le fichier style.css, donc il faut qu'il remonte d'un cran dans les dossiers, il faut que je fasse la petite flèche qui monte là, pour dire ensuite tu peux aller dans le dossier IMG, et dans le dossier IMG tu vas trouver le fichier qui s'appelle vue.jpg. Donc c'est parti, on lui dit tout ça, donc on lui dit tu remontes d'un cran, slash, ça veut dire remonter d'un cran dans les dossiers. Ensuite, tu vas trouver le dossier IMG, et dans ce dossier-là, tu vas trouver le fichier qui va s'appeler vue.jpg. J'enregistre déjà tout ça, et je commence à voir un petit peu la vue qui arrive. Alors ensuite, on va fixer un petit peu la taille de notre élément header. Donc en fait, moi je voudrais que ça prenne quasiment... on va dire 70% de l'écran, d'accord, en hauteur. Donc du coup, au niveau du 8, on va faire un min 8, voilà, une hauteur minimum, et je voudrais que ça fasse 70%, on va dire, de mon écran. Donc je pourrais très bien dire que ça fait un 70 VH, donc c'est la hauteur verticale de l'écran. Quand j'enregistre ça, j'ai bien mon image qui fait 70% de l'écran. Alors attention, ça fait vraiment 70% d'écran, du coup ça inclut la navbar, donc la navbar a une certaine hauteur, et ensuite on a 70%, d'accord, donc ça fait plus que 70 ici, à la fin on arrive à plus de 70%. Ce qu'il faudrait faire, ce serait faire des petits calculs pour que pour enlever finalement la grandeur de la navbar à la partie header. Donc ça c'est tout à fait possible, on pourrait très bien utiliser une fonction CSS qui s'appelle calc, qui s'appelle voilà, la possibilité d'avoir des calculs. Donc on pourrait faire que 70 VH moins les 50 pixels de haut de notre navbar. J'enregistre ça. Ah pardon, il faut un petit espace avant le moins, voilà. Et quand j'enregistre ça, j'ai bien vraiment 70% finalement, puisque j'ai enlevé les 50 pixels de ma navbar. Alors petite chose encore en plus, cette navbar, je voudrais la fixer tout en haut. Si je reprends l'exemple
que je vous avais montré au début, donc le site terminé. Voilà, quand je descends, en fait, ma navbar, elle ne bouge pas, elle reste fixée tout en haut. D'accord? Alors ça, si j'essaye, donc, alors par contre, je vais enlever ma dernière action, je vais enlever le calcul, que tout le monde comprenne. Je vais remettre 70 VH, hop, voilà. Donc ça me descend un petit peu plus la photo. Et pour fixer notre navbar, bah ça c'est un petit peu encore de Bootstrap. Ils ont tout créé. Donc si je cherche, par contre je ne sais pas où est-ce que c'est rangé, donc je vais le chercher. Si je cherche une classe fixe, fixed, voilà, fixed, et donc je peux rajouter tout simplement un élément, une classe sur un élément qui s'appelle fixed top, qui va le bloquer en haut, ou un fixed bottom qui va le bloquer en bas. Donc moi je veux une classe fixed top, donc c'est parti. Donc au niveau de ma navbar, je remonte, voilà, la nav, qui était donc classe navbar, etc. Et qui va être aussi fixed-top. J'enregistre ça, et du coup ça veut dire qu'elle est bloquée en haut. Et vous voyez que les éléments ont un petit peu réagi bizarrement du coup. C'est-à-dire que quand la navbar est en haut, en fait elle passe par-dessus tous les éléments de la page. Et ce qui fait qu'en fait notre header ici, eh bien, il commence réellement tout en haut. Et donc là il prend vraiment 70%. Hein, si je m'amuse à l'enlever, le fixed top, et à réenregistrer pour vous montrer que ça va descendre, j'enregistre. Voilà, en fait c'est comme, faut s'imaginer que le header, quand la navbar est fixée, il faut s'imaginer que le header il passe en dessous de la navbar, et du coup on a vraiment finalement nos 70% qui vont s'afficher. Moi c'est impeccable, c'est exactement ce que je veux. Donc j'ai bien un min height de 70, et j'ai même pas besoin de faire de calcul pour enlever la hauteur de la navbar puisqu'elle est fixée en haut. Alors ensuite par contre, il y a des autres soucis, c'est que forcément mes éléments commencent tout en haut, et forcément le formulaire, le titre, etc. tout est remonté. On disait tout à l'heure que une ligne, donc une div class row, en fait ça me fait un display flex, d'accord, ça me fait un système de flexbox. Et nous on sait maintenant que les flexbox, on peut aligner les éléments à l'intérieur, les aligner horizontalement, mais aussi verticalement. On avait dit pour aligner dans le sens inverse de la flex direction, donc par défaut un display flex c'est un type en ligne, d'accord, où ça place les éléments en ligne, on les voit d'ailleurs, quand je fais des colonnes D6 et deux colonnes D6, ça me met les éléments les uns à côté des autres. Et donc pour aligner verticalement des éléments qui sont de type en ligne, et bah, du coup j'ai un align items qui va gérer ça. Donc si je reprends le Bootstrap, je vais chercher align, voilà, et je vais trouver, non d'ailleurs c'est pas le align, on va préciser que c'est le align-items, voilà le système. Donc il nous dit que vous avez plusieurs possibilités, soit vous le mettez en haut, soit vous le mettez en bas, soit vous le centrez, soit vous le mettez sur la ligne de base, soit vous le faites en stretch pour que ça agrandisse les éléments jusqu'en bas de l'élément parent. Donc moi ce que je voudrais en fait c'est celui-ci, ça me centre verticalement les éléments. Et donc c'est un align-items-center. Donc c'est parti. Je peux du coup écrire au niveau de ma ligne un align-items-center. J'enregistre. Et là on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, parce que dans notre style CSS, on a mis la hauteur, le 70 VH, sur le header. Or, ici, on n'agit pas sur le header, on agit sur son enfant, sur sa ligne, sur le row. Et donc le row, lui, il n'a pas de hauteur. D'accord? Donc du coup, il nous reste juste à fixer la hauteur de cette ligne-là. Donc, je veux, dans le header, je veux la ligne. Donc, on va préciser, donc c'est header.row. Dans le header, c'est la ligne. Et je veux que cette ligne-là ait un min8 aussi. Min8. 70 VH comme son parent. Et tout de suite, du coup, je vois que ça me centre les éléments verticalement dans le header, du coup. Impeccable. Alors, petite chose, du coup, on voit que du coup, notre background image, on aurait peut-être mieux fait de l'écrire sur la ligne directement et non pas sur le header. Donc, on va faire ça. On va essayer d'écrire un petit peu moins de code.
Donc je vais déplacer mon background-image au niveau de ma ligne, et comme ça va me permettre de supprimer le min8 et le CSS du header, puisque c'est directement la ligne qui va être importante. J'enregistre tout ça. Comme ça, la ligne va avoir une hauteur, va avoir l'image de fond, et en plus, elle aligne verticalement les éléments. Donc, petite chose, donc moi, le align items, je l'ai écrit dans la partie HTML pour que ça soit, pour qu'on utilise finalement, et pour vous montrer que Bootstrap, ils ont tout créé en classe, et donc vous pouvez directement taper dans le HTML les classes si vous les connaissez, mais rien ne vous empêche encore, hein, si j'avais pas mis le align item center ici, je le supprime, rien ne vous empêche de le faire dans le style CSS. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire un align-items, center, comme l'utilisation des flexbox, hein, et du coup quand j'enregistre, j'ai exactement le même résultat. Donc là après c'est un petit peu votre choix. Est-ce que vous écrivez beaucoup de classes Bootstrap, ou est-ce que vous allez écrire plutôt dans les fichiers CSS? C'est un peu comme vous aimez. Moi je sais que j'ai tendance à écrire vraiment les éléments principaux dans la partie HTML. J'écris pas forcément tout au niveau de mes classes de Bootstrap, parce qu'il y a tellement de classes de Bootstrap qui pourraient tout faire. Vous voyez que ça, ici par exemple, je vois que ça fait un form group, donc un MXSM3, un MB2, ça commence à faire beaucoup de classes. Là il y a 3 classes sur le même élément, et ça devient un petit peu verbeux, et du coup à s'y retrouver c'est parfois plus compliqué. Donc je préfère laisser les éléments un petit peu plus light, on va dire, et si j'ai beaucoup de CSS à créer, je vais aller directement dans le fichier CSS pour pouvoir les taper. Ça c'est un choix personnel, c'est comme vous aimez, vous pouvez faire les deux façons. Alors ensuite, au niveau de la première colonne, on voulait donc un petit fond noir, un petit peu transparent. Donc au niveau de notre première colonne, donc c'est la première colonne ici, col 12, je vais lui rajouter une petite classe, du coup, qu'on va appeler une classe forme réservation. Voilà, ça va me permettre d'identifier, pardon, pas d'espace, sinon ça fait 2 classes. Donc là, j'ai qu'une seule classe qui s'appelle forme réservation, qui va me permettre d'identifier que cette colonne-là. Et du coup, je vais dire que dans le header, je veux le point forme réservation, voilà, et je veux un background color, donc BGC, que en RGBA, donc il me faut un 0,0,0, donc ça me fait du noir, et je veux un peu de transparence, donc 0,5 de transparence, ça me fait 50% de transparence. Voilà, on a du coup notre élément qui se crée. Petite chose, du coup, lui aussi, forcément, il va prendre la hauteur du texte, puisque c'est la colonne, hein, donc il ne prend pas toute la hauteur. Donc si je lui rajoute une certaine hauteur, donc un min8 encore, voilà, de 70 VH, j'enregistre, et bien du coup, il me remonte encore le tout. Ça, c'est pas cool, parce que par défaut, hein, les colonnes ici, les colonnes de Bootstrap ne sont pas des flexbox. Mais rien ne nous empêche maintenant de créer aussi cette colonne-là, cette colonne de 6, de la créer en flexbox en elle-même. Donc du coup, si je lui dis que c'est un display, alors là encore, hein, soit vous l'écrivez dans le CSS, hein, donc je l'écrirai comme ça, display flex, j'enregistre, vous voyez que ça commence à agir sur les éléments, soit tout simplement, si j'avais enlevé ça, je peux l'écrire aussi dans la partie HTML, je lui rajoute une classe de Bootstrap qui existe déjà, qui s'appelle d-flex. Qu'on voyait tout à l'heure dans la partie, voilà, ici. Donc voilà, si je veux utiliser les flexbox, il faut que ça soit un display flex avant, et ensuite je peux utiliser les justify ou les align items, etc. D'accord. Là, j'avais tout à l'heure pas besoin de mettre un display flex puisque j'agissais sur la ligne. On avait dit qu'une ligne c'était déjà un display flex. Voilà, là c'est un peu compliqué, hein, mais il faut s'habituer aux différents mots. Donc je dis ma colonne ici est un display flex. Pourquoi du coup il agit un petit peu bizarrement là, il m'écarte un peu bizarrement les choses, parce qu'en fait pour l'instant j'ai plusieurs éléments en fond. J'ai
un titre et ensuite le formulaire. Donc j'ai deux éléments en fond qui agissent par rapport aux parents, par rapport au displayflex. Donc si je veux qu'un seul élément enfant, il faut que j'entoure tout cet élément-là d'un autre élément, d'un autre rectangle. Donc je fais un CTRL X sur tout ça, je vais créer une div tout simplement, et à l'intérieur je vais placer mon H1 et mon formulaire. J'enregistre un petit peu tout ça, et du coup vous voyez j'ai un comportement un petit peu plus normal, tout revient là-haut. Ensuite, pour aligner verticalement, j'ai encore le align-items-center qui va agir, et revoilà mon petit texte. Donc il n'y a qu'un seul élément finalement directement enfant, qui est cette div là, qui contient le H1 et le formulaire. Je vais ranger un petit peu le code que tout le monde voit. Voilà, donc dans ma colonne de 6, j'ai un élément div, donc un rectangle, qui est centré verticalement, donc avec le displayflex et le align-items-centers. Je l'ai écrit ici en HTML, mais si je l'enlève, je supprime ça, j'avais le form réservation, donc j'aurais pu agir ici sur le form réservation et dire tu le mets en display flex et le align-items, tu le mets en center. C'est exactement la même chose. Et vous voyez que le résultat est exactement le même. Ce sont des habitudes. Soit vous l'écrivez dans la partie HTML, soit vous l'écrivez dans la partie CSS, peu importe. Je dirais que c'est plus important de savoir le faire en style CSS, puisque la partie HTML ne marchera que si vous avez Bootstrap. D'accord ? Si un jour vous n'utilisez plus Bootstrap au niveau de vos fichiers, parce que vous avez beaucoup de connaissances et vous n'avez plus besoin du Bootstrap, vous n'avez plus besoin de la première couche, vous faites directement votre couche à vous et votre présentation à vous directement, mais il faudra forcément le taper en style CSS. Alors ensuite on continue, donc j'avais une certaine police sur Hôtel de Luxe et sur Vivez une expérience unique, donc on va essayer de changer un petit peu tout ça, donc on va aller charger des polices d'écriture, donc hop, je vais retrouver une autre page internet, voilà, on va aller là, et un Google Font, donc les polices de Google, hop, alors j'avais noté deux petites polices, voilà, puis on va pouvoir chercher une petite police, donc moi j'avais noté la police Railway, voilà, la voilà, Railway, donc je clique sur le petit plus pour la mettre un petit peu dans mon panier en fait, et j'avais noté une autre police qui est la police Dancing Script, voilà, donc je fais pareil, je clique sur le petit plus pour la mettre dans mon panier, donc il me dit j'ai deux familles sélectionnées, je clique maintenant sur mon panier, j'ai le lien qui me télécharge en fait les deux polices d'écriture, donc je prends tout ça, c'est une balise link, je copie tout ce code là, je vais retourner dans mon Sublime Text, donc les liens ça se passe tout en haut dans la balise head, donc avant le chargement de la page, et donc on pourrait même le mettre avant le Bootstrap. Hop, donc ici, donc je charge les polices et ensuite avec Bootstrap ou avec mon style à moi, je pourrais changer les couleurs de cette police là. Hop, je repars sur le Google Font et donc pour utiliser ces polices, j'ai des fonts family ici, donc j'ai ces deux lignes, donc soit pour utiliser le Railway, soit pour utiliser le Dancing Script, donc dans la partie CSS. Donc je copie tout ça, je retourne dans Sublime Text, hop, il est arrivé de l'autre côté, et du coup je vais dans mon style, voilà, je vais coller ça directement ici, le Dancing Script va marcher pour la partie H2, donc dans le header H2, donc le sous-titre du header, et donc on aura un fond de famille Dancing Script, voilà. Donc j'enregistre tout ça, hop, et du coup si je regarde le résultat, voilà, donc on a réorganisé un petit peu les écrans, donc j'ai une première police qui est du Railway, alors d'ailleurs ça m'agit sur le titre et aussi sur le bouton, ce qui n'est pas forcément ce que je voudrais, donc on va changer tout ça, on va dire que je veux dans le header, je veux le grand titre, donc le H1, et c'est ce H1 là que je mets en Railway, voilà, j'enregistre
tout ça, pardon, voilà, j'enregistre, et comme ça me change que le titre et pas le bouton. Et le Dantic Script est bien appliqué au H2, très bien. Ensuite, je vais agir directement sur... Alors je veux que ça m'agisse sur les deux éléments en même temps, donc on va dire sur la ligne, on va lui dire que c'est une color blanche, donc color white, donc au niveau du texte. Comme ça, quand j'enregistre, eh bien, les deux titres arrivent en blanc. Alors il ne me reste plus qu'à mettre le H2, le sous-titre ici, que je voulais en bas à droite finalement de cette partie-là. Donc on va agir sur les flexbox encore. Donc du coup je redescends au niveau de ma deuxième colonne, ma colonne de 6. Je vais pouvoir l'appeler slogan par exemple. Donc une classe slogan qui va me permettre de l'attraper en CSS. Donc le header espace point slogan. Donc ça veut dire le slogan qui est à l'intérieur de la balise header. Je lui dis que c'est un display flex. Donc, display flex, voilà. Que ça a une certaine hauteur. Donc ça a une hauteur, donc un min 8 de 70 VH encore. Enfin en fait le titre du coup il est parti tout en haut. Mais je lui dis maintenant que on a un align items, donc qui est l'alignement vertical pour ce coup-là, qui est un notamment vertical, donc en flex-end, voilà, qui me le remet en bas, et je le veux à droite maintenant, donc un justify content, qui va être flex-end aussi. Et voilà, du coup il se retrouve en bas à droite de mon petit bloc. Alors, dernière petite chose, au niveau de l'image de fond, donc on a le soleil, mais on ne voit pas forcément bien la photo. Donc on va essayer d'adapter un petit peu tout ça. Donc au niveau du background, je sais plus écrire, voilà, background-size. Hop, le voilà. On va le mettre en cover. Voilà, comme ça, il me prend bien la largeur de mon écran. On va préciser aussi que je ne veux pas être de répétition, on ne sait jamais, donc un background-repeat, hop, repeat, on va le mettre en no repeat, voilà, comme ça je n'aurai pas de répétition si jamais il n'y a pas assez de background. Et puis on est pas mal, et je pourrais même le mettre en fixe, donc un background-attachment, voilà, en fixed. Ce qui fait en fait que ça ne va plus scroller, l'image ne va plus bouger même au scroll de la souris. Donc si jamais je m'amusais à faire un tout petit écran genre téléphone portable, voilà, l'intérêt c'est que j'aurai le petit ascenseur ici qui se crée, et du coup si on fixe bien la photo, hein, si je descends, on voit bien que la photo derrière elle ne bouge pas, c'est bien les éléments textuels en fait qui bougent, mais la photo en elle-même, elle ne bouge pas, elle ne suit plus le scroll. Donc c'est pour ça le background attachment en fixed. Alors, dernière petite chose, si je veux créer maintenant une espèce de forme un petit peu biscornue sur mon élément header, alors ça c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir jouer sur une forme en fait en CSS. Et alors, pour créer des formes en CSS, c'est assez complexe. Donc il y a des sites internet en fait qui vont le faire. Donc ça s'appelle un ClipPath. Donc si vous tapez ClipPath sur Google, vous pouvez trouver ce site-là, donc le Clippy-CSS ClipPath Maker en fait. Donc si je clique dessus, c'est un faiseur de formes, on va dire, en CSS. Donc on a tout à gauche plusieurs formes disponibles, donc soit un triangle, un trapèze, un parallélogramme, etc., etc. Et on a les codes CSS qu'il va falloir copier-coller finalement pour pouvoir avoir cette forme là. Donc moi ce que je voudrais faire en fait c'est prendre un élément plutôt trapézoïdal, et donc je vais l'adapter, donc j'ai bien les coins en haut, et par contre le coin en bas à gauche, et ben on va le ramener un petit peu, voilà, peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Alors je regarde les chiffres qui me créent en bas. Donc tout est à 0 ou à 100%, sauf un des points qui va être à 90%.
le point bleu ici qui va être à 90% de la forme. Donc très bien, je prends ces deux lignes-là qui vont gérer donc le CSS pour les navigateurs WebKit ou pour les autres navigateurs. Je copie tout ça, je reviens dans mon style CSS au niveau du header, donc de la ligne, header ligne, je colle tous ces éléments-là, j'enregistre et je regarde un petit peu ce qui se passe. Et du coup, j'ai bien cette fois-ci mon effet un petit peu en diagonale ici sur ma dernière ligne. Alors, petite chose, du coup, forcément, c'est un petit peu moins adapté puisque quand j'ai créé tout ça, et bien forcément le Vivy a une expérience unique qui était complètement en bas. Et du coup, ça m'a découpé un petit peu cet élément-là. Bah, tout simplement, on va gérer ça avec des marges. Donc on va remonter un tout petit peu notre H2. Donc le H2 ici va avoir tout simplement un petit margin en bas. Donc margin-bottom de, et ben ça il va falloir le définir. Donc on va dire pour l'instant 50 pixels. Voilà, j'enregistre ça et tout de suite ça me remonte un petit peu mon élément. Donc là je vérifie que sur tous les écrans ça passe bien les 50 pixels, mais ça a l'air pas mal. Hein. Ok. Alors dernière chose, je vois que sur un téléphone portable, ici ça ne va pas puisque forcément dans le CSS on a dit que le slogan faisait 70 VH, peu importe l'écran, hein, du coup ça faisait toujours 70% de l'écran. Donc ça il va falloir le modifier un petit peu. En fait je ne voudrais pas du tout voir cette partie là sur un téléphone portable. Donc si je retourne sur le Twitter Bootstrap, au niveau du overview, donc si je descends, donc on avait l'explication des containers et des containers fluides, et on a les points de cassage au niveau du responsive, qui sont en fait ce qu'on appelle des media queries en CSS. Et donc, qu'est-ce que Bootstrap a fait? Ben, ils ont utilisé des media queries pour dire voilà, tout ce qui avait une largeur d'un minimum de 576 pixels avait certains styles CSS, ou tout ce qui avait une largeur d'une min width de 768 pixels a un certain style CSS, etc., etc. Donc moi ce que je voudrais faire en fait, c'est agir sur les téléphones portables, donc ici les 576, donc je copie cette ligne là, hop, je vais dans mon petit style CSS, au niveau du du slogan, très bien, de la zone de slogan, donc je vais coller ça. Alors moi je veux que ça agisse sur les téléphones portables, donc du coup je veux les max width de 576 pixels, donc ça veut dire que pour les largeurs d'un maximum de 576, on va faire quelque chose de très spécifique. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le header slogan, hop, et je vais le coller dedans. Ok, boum. Donc ça, comme ça. Et donc mon header slogan, il ne doit pas être affiché, donc il aura un display none, on ne l'affiche pas quand on est sur un téléphone portable. Du coup, vous voyez que tout de suite, ça me fait masquer en fait cet élément-là, le point slogan, la classe slogan est complètement masqué sur un téléphone portable. Par contre, si j'agrandis pour retrouver un écran small, alors du coup, là, je vois que mon breakpoint, il est peut-être un petit peu trop bas, il est à 576, et effectivement, j'avais dû travailler sur les MD, non pas les SM, j'avais travaillé sur des écrans moyens pour arriver à 6 et 6. Donc il faut que mon breakpoint il soit à, je vais aller retrouver le chiffre, je crois que c'est 576, non 768 pardon, 768, hop, du coup mon breakpoint il est à 768, j'enregistre. Donc maintenant pour les écrans téléphone portable ou les écrans small, du coup ça veut dire que je ne vois plus la partie slogan, et quand j'arrive sur un écran moyen, j'ai bien deux colonnes maintenant qui se créent avec le Vivez une expérience qui s'affiche. Voilà, impeccable. Et là, je pense qu'on est pas mal. Peu importe la taille de l'écran, on sera pas mal. On est au niveau du responsive. Donc, je reprends le site internet qui est fini pour vous montrer. Voilà. Donc, on a fini notre partie header et on va attaquer maintenant dans la prochaine vidéo. Hein. Je vous disais la section nos offres. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si jamais cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis à cocher la petite cloche à côté pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.